notre dernière intervenante. Ah ben non, Aline, t'es là. Super. Bon, bah donc on peut vraiment commencer. Alors, donc l'objectif là, on vous propose de faire une table ronde sur le thème du recrutement et de l'attractivité. Alors, je vais déjà présenter nos intervenants. Alors, merci à vous d'être présents aujourd'hui. Alors, je commence justement par Aline. Alors, Aline, qui est directrice de la division Nuclear Power à l'AIEA. Elle a été notamment directrice de la ligne de produits nucléaires civils et équipements chez Naval Group. Elle a été aussi directrice de programme chez Framatome et responsable de grands projets d'investissement chez Orano. Et accessoirement, elle est aussi vice-présidente de WIN AIEA et ancienne présidente de WIN France. Ensuite, je vais continuer avec Vanessa. Donc Vanessa, qui est directrice RH et performance projet au sein de la BU projet et composants chez Framatome. Vanessa a été plus de 5 ans en Finlande au sein du projet Okigyoto, en charge des diverses fonctions RH et projet. Elle a contribué au démarrage des tranches de Taishan et la clôture du projet Taishan. Et elle est support au grand projet depuis 2016, notamment sur FA3. Ensuite, je continue avec monsieur Alain Tourniol-Duclos. Alors, Alain Tourniol-Duclos, qui est vice-président du conseil de développement du Cotentin et qui exerce des fonctions de conseiller en entreprise. Dans sa carrière, il a occupé différents postes de responsabilité dans le domaine de la propulsion nucléaire, tant au sein de DCN que du CEA ou de Technicatom. Il a notamment dirigé la division des réacteurs nucléaires du CEA. Il a aussi participé à la mise en place du partenariat mondial du G8 en matière d'assainissement des anciennes bases de sous-marins nucléaires soviétiques et il a été conseiller pour les affaires nucléaires auprès de l'ambassade de France en Chine. Ensuite, je continue avec Florence Cochet. Florence Cochet, qui est responsable du programme Barracuda chez Technicatom. Alors, Florence, elle a réalisé une première partie de carrière au sein du groupe Alcatel, plutôt dans les technologies réseaux de transmission radio et les réseaux de téléphonie mobile, en France et à l'international. Et ensuite, elle a rejoint Technicatom en 2008, où maintenant elle dirige le programme de régulation des réacteurs de propulsion des sous-marins nucléaires d'attaque type Barracuda depuis 2020. Ensuite, Éric Voisin. Alors, Éric Voisin, il est issu du milieu de la sous-traitance automobile. Il travaille depuis près de 20 ans dans le domaine des services à l'industrie. Il est actuellement directeur de l'agence de l'AC de Réel. Et il est aussi président de l'ESCO, qui regroupe près de 40 entreprises sous-traitantes dans les principaux secteurs d'activité du Cotentin, nucléaire, naval, énergie marine et agroalimentaire. Et enfin, on accueille Valérie Odile. Alors, Valérie Odile, qui est directrice attractivité et recrutement au Orano. Elle a précédemment été responsable de développement RH chez Lafarge et elle a occupé longtemps des fonctions RH chez Framatome. Voilà, donc encore merci à vous. Alors, pour commencer cette table ronde, en fait, j'ai envie qu'on commence par poser un point de départ sur justement quels sont les projets à venir dans chacune de vos entreprises. Parce que donc, Thierry nous a parlé longuement des projets EDF. Du coup, je vous propose qu'on fasse un peu, qu'on complète la photo. Et on peut commencer par vous, Florence, avec peut-être les projets côté Technicatom. Vous m'entendez là? Oui, alors, bon, peut-être juste quelques mots pour le Technicatom, pour ceux qui ne connaîtraient pas, parce qu'on est quand même beaucoup plus petit que nos illustres voisins ici. Donc, Technicatom, c'est une société de 1850 personnes qui est spécialisée essentiellement dans le nucléaire naval de défense. Donc, on est en charge, en fait, de la conception, la réalisation, la maintenance des réacteurs qui propulsent les bâtiments de la Marine nationale française. On fabrique également le combustible ces réacteurs. On a aussi une casquette d'exploitant sur le site CEA de Cadarache. Et puis, on a une part d'activité effectivement un peu plus minoritaire dans le civil, soit dans les réacteurs de recherche, soit dans le projet du WART, on en a parlé juste avant. Donc, Technicatom, en termes de grands projets, j'allais dire aujourd'hui, donc les projets d'actualité, ce sont avant tout en ce moment la réalisation des chaufferies qui équipent les 6 sous-marins nucléaires d'attaque Barracuda. 2 réacteurs sont déjà en service, sont déjà divergés. Et puis, on va livrer un bateau tous les 2 ans maintenant. Donc, c'est un programme qui est en pleine dans sa phase de maturité. En parallèle, d'autres grands programmes qui se lancent avec la conception effectivement des chaufferies des futurs SNLE, du porte-avions également.
Et puis, on a toujours en ligne de fond la maintenance en fait, des chaufferies qui naviguent actuellement. Il faut avoir en tête que la propulsion nucléaire, c'est à peu près 12 réacteurs en construction ou en étude, et puis 12 réacteurs en exploitation, grosso modo. Voilà, donc avec cette densité d'activité, aujourd'hui, c'est une société qui est en très forte croissance. Et effectivement, on a un besoin de recrutement d'environ 600 personnes, donc ce qui est énorme par rapport à notre taille actuelle, d'ici 2025. Et recrutement dans tous les domaines d'ingénierie, tout au long du cycle, hein, que ce soit des spécialistes en nucléaire, mais en mécanique, en cybersécurité, enfin, on a vraiment tous les panels, des chefs de projet aussi, des acheteurs, voilà. Il y a également des métiers autour de la maintenance et l'exploitation des réacteurs. Vraiment, très large scope. Merci Florence. Alors Valérie, est-ce que vous voulez prendre la parole pour compléter un peu avec les projets côté Orano? Ouais. Donc, je ne vais pas présenter Orano, je pense que ça serait du temps perdu. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a nous aussi un très gros enjeu de recrutement, puisque on a un plan de 1200 CDI à recruter cette année. Ce sera un petit peu plus encore l'année prochaine, plus près de 600 alternants. Beaucoup de talents à aller chercher, à sourcer, des expérimentés, mais aussi beaucoup de jeunes diplômés. Orano a finalement des activités évidemment industrielles, mais aussi des activités de service, des activités d'ingénierie, de projet. Donc, on a beaucoup de profils différents, nous proposons des environnements de travail aussi très différents. Et notre offre, finalement, elle a augmenté en volume par rapport à l'année dernière, puisqu'on fait plus de 20% de recrutement là, cette année. Et elle est assez conséquente avec, comme disait Madame, des sujets tout particuliers. Par exemple, le métier de la maintenance, c'est vraiment pour nous un métier vraiment très sensible, pénurique, pour lequel on essaie de mettre en place des actions de promotion. On s'est mis à faire de la publicité programmatique sur les réseaux, un peu comme font n'importe quelle société de vente, de distribution, pour essayer de capter l'attention de candidats qui sont encore passifs, mais qui peuvent être intéressés par les clins d'œil qu'on leur fait sur leur écran pour leur dire venez sur Orano, il y a des tas de métiers en maintenance qui sont passionnants. Voilà ce que je peux dire. Alors après, nous avons d'autres projets qui sortent peut-être un peu de ce cadre, hein, puisque Orano travaille sur des activités nouvelles qui sont en lien avec le médical ou avec le recyclage de batteries. Ce sera probablement d'autres besoins de staffing dans les prochains mois. Mais bon, on sort un petit peu du cadre d'aujourd'hui, je pense. Merci Valérie. Florence, non, pardon, Vanessa, est-ce que tu peux compléter pour la partie Framatome? Oui, alors, je vais compléter surtout les propos de Thierry, parce que vous l'avez compris avec nos programmes EPR France et Sizewell, on est un partenaire en première ligne, en particulier sur la fourniture de la chaudière. Mais également, on a parlé des projets défense, sur lesquels Framatome contribue beaucoup. On a parlé des SMR et de Newark. Donc, on est également partenaire sur ces programmes-là. On a également des programmes Framatome Health, en particulier sur la fourniture des isotopes. Donc ça, c'est l'approche de diversification. Et pour compléter, peut-être, on a quand même des activités de pièces de rechange, et en particulier les contributeurs du grand carénage, avec les remplacements de générateurs de vapeur. Donc tout ça, ça crée une émulation assez forte. Aujourd'hui, Framatome, c'est 16 000 personnes et on recrute à peu près 10% de l'effectif tous les ans. Notre objectif, qui était déjà celui-ci il y a 2 ans, on a renouvelé cette année et l'année prochaine, on a la même ambition. On tourne à peu près à 1500 recrutements. Et puis on y reviendra, effectivement, on essaye d'approcher le marché de l'emploi de manière globale, que ce soit auprès des écoles, que ce soit auprès des personnes en recherche d'emploi au travers des CQPM,
que ce soit les métiers, je dirais, de technicien, hein, soudage, on a parlé pas mal du soudage, et Thierry en a parlé, c'est vrai que c'est un point important, mais également les métiers de l'ingénierie et des chefs de projet. Et puis, on a un objectif très fort de féminisation de nos recrutements. Donc, cette année, on est à peu près à 34-35% de féminisation. Et on y reviendra peut-être sur comment on fait, mais c'est aussi l'idée de se dire que pour réussir cet objectif-là qualitatif, bah, il faut y passer du temps. Et du temps, il faut qu'on le prenne parce qu'on a des objectifs ambitieux. Voilà, et je laisse peut-être la main à Aline pour parler un peu international. Oui, exactement, oui, merci. Ouais, je connais bien le programme. Merci. Oui, je vais vous parler de l'international parce que c'est vrai qu'on va beaucoup parler France aujourd'hui, mais c'est important de voir que le mouvement, il est partout. Donc, à l'international, aujourd'hui, on a 32 pays qui exploitent des réacteurs nucléaires. Ça représente à peu près 390 gigawatts dans le monde. Et le fait qu'il y ait le réchauffement climatique, et puis en plus, depuis cette année, de plus en plus conscience qu'on a une crise énergétique bon, en ce moment, mais qui va quand même perdurer un certain temps, fait que toutes les organisations qui travaillent sur le sujet de la prévision énergétique ont revu à la hausse les prévisions pour le nucléaire. Et donc aujourd'hui, nous à l'AIEA, on table sur à peu près 870 gigawatts de capacité nucléaire. Bon, ça, c'est un maximum, hein, on a une fourchette, d'ici 2050. Ce qui fait que, en fait, on va construire plus de réacteurs dans les 15 prochaines années, 20 prochaines années, que ce qu'on a construit jusqu'à présent. Donc, vous voyez quand même le défi qui est devant nous. Donc on voit aussi qu'on est en train de passer d'un marché d'offres où il y avait plus en fait, d'offres potentielles pour les pays qui souhaitaient s'équiper de réacteurs nucléaires. Donc on va passer plutôt vers un marché de demande, enfin, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et ce que je veux dire, c'est que le marché est aussi en train de changer puisque les besoins en énergie vont croissant. On va parler de sobriété énergétique dans les pays développés. Donc peut-être que dans ces pays-là, le besoin énergétique va baisser, mais il y a comme 750 millions de personnes en Afrique qui n'ont toujours pas l'électricité. Donc de toute façon, ces pays-là vont s'équiper. Et aujourd'hui, on est sur des marchés nucléaires, du gros nucléaire qui produit de l'électricité. Et en fait, l'électricité ne représente que 20% de l'énergie dans le monde. Ce qui fait qu'on est aussi en train de regarder comment décarboner ces marchés énergétiques autres, le transport, l'industrie, et de regarder les solutions apportées par des réacteurs nucléaires innovants, génération 4 par exemple, pour répondre à ces besoins d'énergie. Donc ce marché est en train de pas mal évoluer. On a parlé aussi des SMR, des petits réacteurs modulaires. Donc il y en a 80 effectivement aujourd'hui dans notre base de données. Il y en a en fait même plus que ça d'ailleurs. Ce qui fait que les métiers vont aussi évoluer. C'est ça que je voulais vous dire. C'est que on va vers des métiers qui vont peut-être être moins sur des chantiers, puisque les SMR, le modèle, c'est qu'on les fabrique en usine et qu'on les transporte et qu'on les installe. Donc les durées de chantier sont plus courtes et ça va réduire les risques. On travaille aussi beaucoup sur la standardisation et l'harmonisation des règles de sûreté, du licensing, des codes standards, etc. Parce que le modèle de base du SMR, c'est vraiment d'avoir de la série. Ce qui fait que peut-être qu'il y aura moins d'études, il y aura beaucoup d'études qui sera passées en R&D, etc., sur des innovations, mais moins plus tard sur des études de design. Donc ça va changer. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que des nouveaux métiers liés à l'intelligence artificielle, la digitalisation, ou la fabrication additive, ou des métiers comme ça, en fait, vont se développer aussi. Donc, pour des jeunes qui souhaitent rentrer dans le nucléaire, c'est formidable parce que tout est en train de bouger. Ensuite, donc j'ai parlé des 32 pays que vous verrez, mais en fait, on en a une cinquantaine qui sont en train de regarder, plus ou moins activement, dont 26 qui sont dans un programme qu'on développe avec eux. Enfin, dans l'AIE, on a un programme qui s'appelle la Milestones Approach, qui est en 3 phases, et on regarde 19 sujets pour les aider à bâtir toute l'infrastructure nucléaire qui va permettre de mettre en service des réacteurs.
Ça va être de la législation, bâtir une autorité de sûreté, etc. Et c'est long, hein. Aujourd'hui, ça met 10 à 15 ans pour accéder pour produire le premier mégawatt nucléaire. Donc, on est aussi en train d'essayer de regarder comment accélérer ces étapes, mais le vrai facteur qui va être finalement dimensionné là-dedans, c'est le facteur humain. Parce que développer toute une filière humaine, c'est long. Ça va être mettre en place des cursus dans des universités, former des professeurs qui vont former eux-mêmes des élèves, etc. quoi. Donc ça va quand même rester long, et c'est quelque chose qu'on fait auprès de 26 pays aujourd'hui. Que dire d'autre? Non, je suis au niveau du temps. Merci, Aline. Ok, donc maintenant je voulais me tourner vers vous, Alain. Aline parlait de défis. Je voulais connaître un peu le regard que vous portiez justement sur tous ces projets-là qui s'annoncent à l'avenir. Bonne question, merci Coralie. Alors tout d'abord, bonjour à tous. Et ce que Coralie n'a pas dit dans sa présentation, mais qui saute aux yeux, c'est que je suis un peu le dinosaure de l'Assemblée. Ça me permet d'envoyer un premier message aux jeunes. J'ai commencé le nucléaire il y a plus de 50 ans. Donc j'ai été ici à l'école atomique en 68. Donc premier message, on peut faire toute une carrière dans le nucléaire et vivre vieux. C'est quand même intéressant. Alors ensuite, j'ai connu dans cette carrière effectivement différents stades. Au début, à la fin des années 69 puis 70, c'était un peu l'enthousiasme. On démarrait la production nucléaire. Alors, que vous verrez tout à l'heure en allant à Cité la Mer, que vous visiterez, j'espère, a fait ses essais en 69. On démarrait le programme nucléaire français, c'est 73, la première crise du pétrole, il y avait le programme nucléaire, on réfléchissait à d'autres technologies, les réacteurs rapides, il y avait des tas de choses. C'était enthousiasme. Il y a eu une deuxième phase qui était la remise en question. Ça a commencé avec Three Mile Island, premier incident nucléaire, celui dont on parle le moins parce qu'il n'a créé aucune victime. Puis après, il y a eu Tchernobyl et Fukushima. Three Mile Island était, à mon avis, le plus intéressant en termes de remise en question parce qu'on a compris que l'homme, le facteur humain était important dans le système, qu'il ne fallait pas le négliger, il était au cœur du système. On a aussi compris que l'approche déterministe avait ses limites, qu'il fallait prendre aussi des approches probabilistes qui évoluent. On a été un changement de point de vue. Troisième phase, j'appelle ça la désillusion. Après Fukushima, on s'est aperçu que les politiques, gens qui gouvernaient, étaient prêts à sacrifier l'intérêt de la France à des considérations politiques immédiates. Si vous n'avez pas regardé, je vous conseille l'audition de Yves Bréchet devant l'Assemblée nationale. Il n'a pas été que de la cuillère. Il parle de l'incompétence technique et scientifique de nos gouvernants. Il parle de la désinformation organisée. Enfin, il y a vraiment un moment où on s'est dit, on était vraiment le premier pays dans le monde pour le nucléaire. Quand vous écoutez aujourd'hui ce qui est dit tout à l'heure, on est un peu à l'armor aujourd'hui. On est derrière les CNR, on est derrière dessus. Donc ça a été vraiment une phase de désillusion. Et puis, il a fallu malheureusement une guerre pour que l'opinion comprenne que l'énergie était vraiment un domaine régalien. C'est une responsabilité du gouvernement d'assurer l'accès à l'énergie. Pour ça, il ne fallait pas sacrifier le long terme. Il faut au contraire, l'énergie c'est du long terme. Que la souveraineté énergétique, ce n'était pas un vain mot, que le nucléaire avait vraiment son rôle à jouer. Et donc tout ça m'amène au deuxième message, c'est qu'aujourd'hui les planètes se réalignent. Si j'avais 20 ans, je repartirais dans le nucléaire sans hésitation, parce que je crois que c'est passionnant de rentrer dans un domaine qui est en train qui retrouve une phase d'expansion, qui démarre. Je crois que c'est quelque chose, c'est le moment. Ne ratez pas cette opportunité, c'est moi le moment. Je vais terminer par un troisième message. Si vous voulez faire du nucléaire, venez dans le Cotentin, puisque nous avons des réacteurs de puissance, le club en ville, nous avons des petits réacteurs avec des sous-marins nucléaires, nous avons le site du combustible, et nous avons une très belle région. Donc, vous êtes bienvenus sur la conférence. Merci Alain. Et justement, alors je vous propose qu'on approfondisse un petit peu sur le sujet des ressources, justement comment répondre à ces enjeux pour permettre de réussir à faire ces projets nombreux, on va dire. Donc déjà, si on commence par se concentrer sur l'aspect local, Eric, vous en tant que président de l'ESCO, est-ce que vous constatez justement un effet déjà actuellement sur les entreprises locales de ces nombreux projets qui s'annoncent, ou est-ce que vous pensez le vivre dans les années qui viennent? Oui, bonjour à toutes et à tous.
Alors nous, au niveau de l'ESCO, on a à peu près une quarantaine d'entreprises sur le Cotentin, hein, surtout liées au service à l'industrie. Nous, on a été impacté, on va dire, dès 2007, dès 2008, on va dire, sur le développement, on va dire, des projets nucléaires, puisque l'EPR, c'est ici. Et donc, les entreprises de l'ESCO étaient en première ligne, on va dire, on va dire, les travaux à réaliser sur ce projet. Donc, on a été assez rapidement, et dès que les autres projets aussi sont arrivés, hein, puisqu'il n'y avait pas que l'EPR Flamanville, Orano aussi avait ses propres projets. Jusqu'en 2014, on parlait beaucoup des hydroliennes. Hein, il y a eu deux mots touchés là-dessus tout à l'heure. Et puis, on avait aussi d'autres projets sur la construction navale. Donc, on s'est vite retrouvé face à cette problématique où, dans le domaine du nucléaire, on n'avait pas assez de compétences, même si le taux de chômage restait encore un peu élevé. On s'est vite aperçu qu'on avait épuisé un peu tout le stock, si je veux dire, de compétences disponibles dans le milieu du nucléaire. Et puis, qu'il fallait qu'on trouve des solutions pour pouvoir staffer nos équipes et pouvoir continuer à répondre aux projets. Nous, on s'est organisé, on a créé un petit groupe RH au niveau de l'association pour étudier différentes possibilités de staffer nos équipes. Donc, il y a différentes solutions qui ont émergé, qui ont été mises en place pour certaines. Hein. Il y a eu des collaborations avec la CCI qui a abouti donc à des formations soudure en particulier, qui petit à petit sont arrivées maintenant sur l'école de soudure et FAIS. Hein, puisque c'était peut-être les prémices déjà de cette prise de conscience et peut-être même les bases de ces formations. On a monté aussi des forums de demandeurs d'emploi qui étaient assez éloignés du marché de l'emploi. Donc là, ça a été aussi plusieurs entreprises qui avaient des besoins similaires et qui se sont mises en fait en quête de gens qui puissent répondre aux besoins, qui n'étaient pas forcément dans les métiers au départ qu'on recherchait, mais qu'on pouvait former avec le concours, on va dire, de Pôle emploi qui les recrutait sur des critères, on va dire, de savoir-être. Et puis derrière, sur une certaine volonté d'aller sur ces métiers-là, on pouvait former sur des métiers comme la robinetterie ou les métiers d'électricité. On a mis en place, on va dire, ces dispositifs pour pouvoir augmenter notre force de frappe en termes de compétences et pour pouvoir servir nos clients. Donc, sur les futurs projets, alors, sur Cotentin, on va déjà avoir un certain nombre de projets déjà qui vont être réussis, hein, puisque Rano aussi a encore beaucoup de projets. Il y a peut-être aussi des futurs projets côté EDF qui vont arriver sur le secteur. Donc, on continue, nous, dans notre dynamique de monter en compétences, et puis on a aussi des vagues de départ en retraite, ce qui provoque aussi un certain appel d'air, on va dire, en termes de compétences et de renouvellement de compétences. Donc là, on continue, il y a des choses qui sont bien en place. Hein. On a des formations en particulier sur les métiers de la maintenance, avec l'UMM, avec le lycée Tocqueville, et puis d'autres lycées dans le coin, qui nous permettent justement d'alimenter en intégrant des jeunes. On utilise aussi beaucoup les leviers de formation, de l'alternance, hein, pour pouvoir aussi intégrer les jeunes, les former à nos métiers, les former à nos cultures, et pouvoir faire en sorte qu'ils soient intégrés très rapidement dans nos structures. Donc voilà un petit peu pour dans les que je pouvais vous donner. Merci. Je passe maintenant la parole à Vanessa. Côté Framatome, du coup, qu'est-ce que vous avez prévu pour répondre à ces enjeux sur le recrutement et aussi sur la partie compétences Déjà, je voudrais vous remercier alors par rapport à ce que vous avez dit. Parce que c'est des messages que je porte assez souvent dans le cadre du recrutement, qui est qu'on a vraiment une chance de vivre quelque chose de nouveau, d'exceptionnel. Moi j'ai travaillé beaucoup pour les autoroutes et quand je suis arrivée, c'était déjà tout construite. Alors que nous, le parc a été construit, mais de nouveau, on a ce challenge devant nous. Et c'est vraiment des leviers d'attractivité pour recruter. Déjà parce qu'il y a effectivement ces perspectives moyen, long terme, très long terme. Hein, quand on parle du programme France, c'est 100 ans en fait de boulot à réaliser, à maintenir, à entretenir, à rénover. Donc c'est aussi en levier d'attractivité vraiment ce que j'appelle moi l'appel des drapeaux en fait, en disant vraiment c'est pour la filière française. C'est pour la filière européenne. Donc on a un sujet qui est pour moi un deuxième levier qui est vraiment la souveraineté. On a beaucoup de projets de réinternalisation et c'est aussi un message important.
et ça donne une fierté aux gens de venir travailler pour ces filières-là. Et puis le troisième, Aline t'en a parlé, c'est un peu l'enjeu économique, écologique en fait derrière, et de dire que maintenant on peut adresser nos enjeux climatiques au travers de la filière. Donc ça, c'est des leviers que personnellement j'utilise beaucoup, mais je suis vraiment contente d'entendre aussi, parce que je pense que c'est important pour les jeunes de pouvoir se projeter dans ces activités. Et l'idée d'adresser le recrutement, c'est aussi dès les collèges, dès le lycée, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est d'être présent vraiment pour parler de ça, parce qu'on a besoin d'en parler. Pendant longtemps, on n'en a pas parlé, c'était tabou, donc il faut apprendre, faire de la pédagogie autour de ça, de ce que ça peut apporter, à la fois en termes de collectif, mais aussi d'individuel. C'est de travailler en alternance, en stage, dans les écoles d'ingénieurs aussi, dans les écoles Bac et Bac plus 2, pour attirer nos techniciens, parce que le savoir-faire, il est aussi là. Il faut concevoir, mais après, il faut aller le réaliser. On sait que c'est aussi un challenge. C'est également de créer des écoles internes. On a, en particulier au sein de Framatome, nos centres d'excellence soudage, usinage, et puis on a une école pour le contrôle commande qu'on appelle Dojo. Donc c'est vraiment aussi d'avoir des démarches en interne pour pouvoir former les gens qu'on ne trouve pas nécessairement sur le marché ou qui ont envie vraiment de se recycler. Et je pense que c'est important aussi de dire qu'on peut effectivement repartir sur des formations. Et puis on l'a dit, pas mal de sujets autour du compagnonnage, de l'accompagnement. Parce que recruter c'est bien, mais il faut faire monter en compétences. On l'a dit, il y a des enjeux aussi d'apprentissage, de sûreté, de qualité, qui nécessitent du temps. Et je pense que l'enjeu pour nous, il est là. C'est qu'il y a du temps pour faire monter toutes ces personnes en compétences. Et puis, dernier petit mot aussi autour du plan Excel, Thierry en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est l'Université des métiers du nucléaire. Et là, c'est vrai que c'est l'organisation en filière qui permet à la fois de mettre en avant les formations, de mettre en avant des bourses d'emploi. C'est l'objectif du site internet. Les métiers du nucléaire, voilà, vous pourrez le retrouver. Et puis également d'apporter dans un deuxième temps des bourses. Et je pense que c'est important aussi, il faut mettre un peu d'argent dans le système pour que ça fonctionne. Je pense qu'il n'y a pas de secret non plus, il va falloir investir, ça ne va pas se faire tout seul. Et donc c'est aussi l'enjeu de pouvoir accompagner tous ces gens et tous ces jeunes qui auraient envie de rentrer dans la filière. Et puis on espère toutes ces femmes, bien évidemment, c'est l'idée quand même. Merci. Alors je vous tourne maintenant vers Valérie. Est-ce que vous voulez compléter justement côté Orano par rapport à ce qui a été dit sur la formation? Oui, je rejoins tout à fait Madame sur la nécessité de porter haut et fort le message à notre ambition du nucléaire. Et nous sommes vraiment entendus par les étudiants quand on parle des problématiques de climat, par exemple, de souveraineté nationale. Donc ça, c'est très important. Ce qui me semble un peu compliqué aujourd'hui, c'est qu'on a à la fois une urgence à recruter tout de suite et donc à mettre en place des actions comme on a pu faire avec des sites carrières plus modernes ou très techniquement, enfin, la candidature en un clic pour améliorer l'expérience candidat. Donc des choses très pratiques, très basiques qui prennent un peu de temps parce qu'il faut s'organiser. Et puis au-delà de ça, des actions à plus long terme, effectivement, de conseils en orientation et les actions effectivement que on partage avec nos amis du GIFEN sur les bourses. Aujourd'hui, il y avait un jury qui se réunissait à Topville, donc on est partie prenante aussi pour très en amont accompagner les jeunes générations à s'orienter sur des filières qui nous intéressent. Ce que je peux dire aussi, c'est que aujourd'hui, on a besoin des managers qui recrutent, donc on est vraiment dans une démarche collective. On a mis en place chez Orano des webinaires pour les sensibiliser au fait qu'ils devaient être présents eux aussi, porter la marque employeur. On les a formés à LinkedIn, enfin on les a sensibilisés pour qu'ils soient dans une posture à la fois d'évaluateur, mais aussi dans une posture qui fait envie, qui séduit les candidats. Donc voilà, c'est vraiment un changement de paradigme très très fort. Et je pense on observe une vraie solidarité entre les grands groupes du GIFEN, entre les services ressources humaines et les opérationnels. Tout ça pour servir effectivement la cause de notre staffing à court terme et à plus long terme. Merci beaucoup.
Alors donc maintenant j'ai envie qu'on approfondisse un petit peu sur un autre thème et du coup c'est en lien avec les questions qu'on a eues tout à l'heure sur la conférence. Là je mets ma casquette WIN parce que c'est l'essence même de notre association. Je voudrais qu'on se questionne un petit peu sur la place des femmes et justement la mixité dans le secteur du nucléaire. Donc je vais partager avec vous une étude qui a été faite en 2021 par la Nuclear Energy Agency de GIFEN et WIN France qui montre que la part des femmes actuellement, on l'a dit tout à l'heure, est à 24% dans le secteur nucléaire en France. Et si ça avait bien cru entre 2011 et 2018, on était passé de 11% à 24%. En fait, depuis 2018, il n'y a plus du tout d'évolution, on est resté stable. Voilà, mais en même temps, on voit tous ces projets passionnants qui sont à venir. Et forcément, les femmes représentent un vivier de ressources potentielles intéressant. Voilà, donc je voulais vous interroger un peu sur cette partie-là. Et donc pour commencer, au niveau, je m'adresse à vous, Eric, côté ESCO. Est-ce que vous partagez aussi dans le cas des entreprises de l'ESCO ce constat? Et qu'est-ce que vous pensez qu'il serait utile de mettre en œuvre justement pour favoriser la mixité dans le secteur? Alors, en effet, ouais, on partage le constat, d'autant plus qu'on est sur des métiers très techniques. Et déjà, en sortie de filière, enfin, dans les filières techniques, on voit que le taux de féminisation est très faible, en particulier sur le domaine de la maintenance, hein, on en parlait tout à l'heure. Enfin, c'est des métiers qui sont pas du tout, enfin, très très peu féminisés. On est de l'ordre de, ouais, c'est ça, 10%, on va dire, de femmes sur ces secteurs-là. Donc, ouais, on retrouve 24% dans le nucléaire, je trouve que c'est déjà pas mal. Alors, on n'a pas vraiment d'approche délibérée, on va dire, pour féminiser les effectifs. On voit en plus qu'on est en concurrence avec nos donneurs d'ordre, donc c'est pas simple de pouvoir attirer nous les femmes. Mais néanmoins, je pense qu'effectivement, il peut y avoir des actions de fond qui peuvent être menées pour, on va dire, présenter et puis sensibiliser, on va dire, les plus jeunes, tous sexes confondus, au métier du ministère. Hein. Je suis un peu plus jeune qu'Alain, mais bon, quand j'étais en école d'ingénieur, on avait par exemple des clubs SMED qui nous permettaient de faire des visites et puis justement de mieux connaître, on va dire, toute la filière du nucléaire. Je me souviens que dans ces clubs, il y avait beaucoup plus de filles que de garçons, alors que dans l'école, la proportion était plutôt sur la majorité masculine. Et on voyait aussi l'intérêt qui était porté, on va dire, pour le secteur du nucléaire par les femmes en particulier. Donc, je pense que ce serait encore à développer si on veut chercher on va dire, attirer davantage de femmes, remonter un petit peu tous ces clubs qui ont disparu, dans le moment où on a eu un petit peu de marasme sur le nucléaire, de les remonter pour pouvoir faire en sorte de pouvoir attirer des publics cibles sur nos. Merci Eric. Donc je voulais passer maintenant la parole à Florence, parce que je sais que côté Technicatum, vous avez des actions spécifiques sur le sujet cité. On essaye en tout cas. Donc chez Technicatum, on est exactement dans le ratio que vous annoncez, hein, 24% de femmes, un petit peu moins dans les métiers techniques, ça c'est un ratio global. On vise d'arriver à 30% à la fin de la décennie, donc il y a une vraie politique effectivement de féminisation. On a quand même un chiffre intéressant, c'est qu'on a aujourd'hui 25% de femmes dans les fonctions de direction. Donc par exemple sur les 3 grands projets de propulsion nucléaire navale, tous sont dirigés par des femmes. Donc, voilà, il y a une vraie place qui est faite. Il y a un vrai changement de mentalité, je pense, sur ces sujets-là. Il n'y a aucune discrimination, en tout cas, je veux dire, on n'hésite plus à promouvoir les femmes dès lors qu'elles ont la compétence. Donc ça, c'est une vraie bonne nouvelle. Autre réalité, c'est qu'on voit se féminiser des métiers qui étaient jusque-là 100% masculins, en tout cas chez nous. Donc typiquement la conduite de réacteurs, le chargement de combustible, la maintenance. La directrice du métier maintenance chez nous est une femme, pareil sur le métier mécanique. Donc il y a une vraie ouverture et finalement on voit de plus en plus de cursus de femmes qui avancent, qui sont passionnées par ce qu'elles font. On est sur des métiers de haute technicité. Effectivement, il y a des enjeux très forts, en tout cas pour nous, sur la souveraineté nationale. Donc il y a une vraie fierté de contribuer à ça. Enfin, voilà, donc il y a une vraie passion qui anime des femmes ingénieures ou techniciennes et qui, du
voient aujourd'hui s'ouvrir des parcours de carrière très variés qui étaient jusque-là assez masculins. Et puis, bon, après, dans la façon d'essayer de promouvoir ça, il y a déjà dans les parcours RH, les revues RH qu'il peut y avoir, que ce soit au niveau du recrutement, au niveau ensuite de l'évolution de carrière, des formations, etc. Il y a une attention particulière qui est portée quand même au profil féminin. Alors, il ne s'agit pas de faire de la discrimination positive, mais en tout cas de systématiquement analyser ces candidatures-là. Et puis, j'allais dire, il y a aussi un changement de culture à opérer, c'est-à-dire que, mesdames, mesdemoiselles, il faut oser vous lancer, oser vous projeter dans des carrières que ce soit d'expertise technique, de direction de projet, c'est possible. Et donc, il y a effectivement, on essaie de faire pas mal de communication sur les parcours de certaines de nos collaboratrices, parcours techniques, qui sont là justement pour donner des idées, montrer que c'est possible, et finalement oser franchir le pas, parce que je pense qu'il y a quand même, genre, je me permets de le dire étant une femme, mais je pense qu'il y a quand même parfois plus de doutes de certaines de nos collaboratrices, et qu'elles n'ont pas toujours, voilà, j'allais dire, elles n'osent pas toujours, là, nos collègues masculins se posent moins de questions. Donc allez-y, foncez. J'allais dire, laissez-vous guider par vos passions, vos envies, c'est ça qui compte avant tout. Puis effectivement, le reste va suivre. Les voies sont ouvertes en tout cas. D'accord, merci Florence. Avant de clôturer cette table ronde, du coup, je voulais laisser la parole pour finir à Aline, avec justement la même question, mais avec deux casquettes, du coup, genre la casquette AIEA, mais aussi la casquette WIN. Oui, alors à l'AIEA, alors si j'ai rejoint l'AIEA, c'est un peu par hasard, parce que je sais que ça vient une politique en faveur des femmes. Son notre DG, Raphaël Grossi, quand il a pris son poste, a dit « Moi, j'aurai 50% de femmes à l'AIEA en 2025 ». Et c'est vrai que la politique de recrutement, enfin, on est sur des contrats à durée déterminée, donc la politique de recrutement fait que c'est plus facile de féminiser que dans des entreprises en CDI. Mais il y avait moins de 30% de femmes il y a 3 ans. Aujourd'hui, on est à 41%. Et je pense qu'on va atteindre les 50% en 2025, donc c'est dans pas longtemps. On est à peu près 2500. Hein. Et il n'y a pas qu'un sujet de diversité de genre, hein, il y a aussi un sujet de diversité géographique, puisqu'il faut qu'on représente à peu près tous les États membres. Il y a 175 États membres auprès de l'AIEA. Donc, c'est fait avec une politique volontariste, à compétences égales, bien sûr. Et notre DG a mis aussi en place 2 programmes. Enfin, en tout cas, il y en a un qui est actif depuis au moins 3 ans maintenant, qui est le programme Marie Skłodowska-Curie Fellowship Program, qui est un programme de bourse pour des jeunes étudiantes. C'est-à-dire que, par exemple, cette année, on a 150 étudiantes du monde entier qui vont bénéficier de bourses. Donc, sur 1 an, on leur offre des stages. Alors, pas seulement à l'AIEA, mais dans d'autres pays. Par exemple, en France, il y a plusieurs stages qui sont proposés avec des bourses de 1 000 € par mois. Donc, ça permet à des jeunes filles du monde entier, en fait, de partir à l'étranger, de voir autre chose, et puis peut-être à un moment où il y a des décisions qui doivent être prises en termes de carrière, de faire le bon choix. Parce que je pense qu'il y a quand même ce sujet-là de passer le pas quand on est étudiant. Et de se dire, est-ce que est-ce que je vais dans un monde nucléaire qui pourrait être vu comme masculin ou pas. Il y a un deuxième programme qui va être lancé aussi, qui va concerner les femmes en début de carrière, qui s'appelle Lisa Meitner, qui va être plus sur un suivi plus long terme avec des périodes de visite de site et qui va être là par approche régionale mondiale, pas seulement pas internationale. Donc ça, on entendra parler plus l'année prochaine. Et sinon au niveau, parce qu'il y a la fertilité, retenir les femmes dans le nucléaire. Puis après, il y a tout le rôle des réseaux. Donc effectivement, WIN France, WIN AIEA font partie de WIN Global. Ça représente plus de 130 pays maintenant, 35 000 membres dans le monde. Et chaque pays, effectivement, adapte le programme à la particularité de son pays. Mais par exemple, sur WIN France, il y a pas mal de conférences. Il y a des actions dans les écoles. Je pense que c'est très important aussi, les rôles modèles, d'aller
dire aux jeunes, parce que les choix d'orientation se font très tôt, hein, quand même en 5e, en 3e, et puis après au lycée, puis en première. Mais d'aller expliquer ce qu'on fait avec le niveau, enfin avec le niveau de langage qui convient à chaque étape. Et de leur expliquer ce qu'on fait. Je pense que pendant un certain temps, on n'a pas eu forcément le corps enseignant qui était très accueillant pour des personnes qui parlaient du nucléaire. J'espère que ça va changer. On a aussi les programmes de mentorat, comme et puis je voulais aussi accueillir les jeunes mentorés que nous avons eus ces 2 jours dans le programme de collaboration avec NEA. Et bon, c'est aussi des programmes qui sont intéressants parce qu'on suit soit sur 2 jours, soit sur plus long terme, en fait, des jeunes filles, des jeunes femmes qui rentrent dans le nucléaire. Et puis, il faut aussi qu'on valorise le collectif. Et le prix Femmes Energia avant-hier a été en présence de la ministre Alain Pannier-Runacher, a été aussi encore un cru exceptionnel. Ouais. Et je pense que ça valorise pas mal les équipes de femmes, notamment. De savoir que, oui, on rentre dans un milieu dans lequel il y a une certaine solidarité. Ok, merci beaucoup à toutes et à tous. On va s'arrêter là pour la table ronde. Par contre, du coup, on peut passer à un temps d'échange avec des questions si vous voulez, si vous avez des questions pour nos intervenants. Oui, merci. Je voulais simplement compléter, on parlait des différents métiers du nucléaire, et nous également dans le monde militaire, mais aussi également des enjeux de recrutement. On a parlé du lycée de Tocqueville et il y a un BTS, un BTS atomisien de propulsion navale qui va être mis en place à compter de l'année prochaine, à compter de 2023, pour des élèves voilà, qui sont titulaires du bac, donc femmes et hommes, voilà, ne pas hésiter à postuler, notamment dans cette belle région cherbourgeoise, qui a vraiment de très belles opportunités dans le monde civil comme dans la propulsion navale. On retrouve également à tous les niveaux hein, des élèves qui ont pu faire des masters 2 dans le monde, dans le domaine du nucléaire, également peuvent tout à fait rejoindre la marine après leur diplôme. Voilà. Donc, je voulais mettre le focus sur cette nouvelle formation qui va débuter à compter de l'année prochaine et qui est accessible via Parcoursup notamment. Merci. Bonjour. Alors, bonjour. Je suis passée par plusieurs entreprises, certaines qui sont présentées ici, et on a pu constater qu'on avait des bons agents, des bons personnels, des bons managers qui finissaient par jeter l'éponge parce qu'ils étaient passionnés ou parce qu'ils n'arrivaient plus à suivre, et puis surtout, il n'y avait personne pour la relève derrière. Donc parfois, on leur demandait de rester plus longtemps que prévu. En durée sur la carrière où on leur demandait plus que ce qu'une personne seule pouvait faire parce qu'on a eu la pyramide des âges, on l'a connue à EDF, il y a eu un fossé et on a eu du mal à garder la relève. Aujourd'hui, dans vos entreprises, comment vous pilotez les recouvrements entre les anciens qui ont une expérience à transmettre et qui sont souvent ravis de la transmettre et les nouveaux, les jeunes qui peuvent sortir de l'école ou des gens en reconversion. Aujourd'hui, de ce que j'en ai vu, c'est souvent une grosse difficulté et je voulais savoir ce que vous posiez sur ce sujet. Je vais vous répondre parce qu'on a monté une filière, on va dire, d'expertise. En particulier, c'est pour les métiers des techniciens non cadres, hein, donc sur les métiers du soudage, de l'usinage et du contrôle en particulier, sur lequel effectivement on est confronté au départ à la retraite et à la perte de savoir-faire. Hein. Et on l'a dit, ce savoir-faire s'acquiert dans le temps. Donc on a cette filière qu'on appelle les sachants techniques confirmés et qui permet d'identifier, principalement sur nos 3 usines de fabrication d'équipements primaires, on a sur Creusot, Saint-Marcel et puis Gemont, où ces personnes-là, elles ont du temps dédié pour transférer leur savoir, pour accompagner les nouveaux. Hein. L'idée aussi, c'est qu'elles soient identifiables facilement dans l'usine,
qu'elles servent de référent à la fois pour les nouveaux. Alors c'est vrai que c'est aussi des gens très sollicités parce que ça veut dire qu'ils ont une compétence technique forte, qui sont sollicités quand il y a des problèmes de qualité ou des non-conformités. Mais l'idée, c'est bien qu'ils aient la capacité à dégager du temps pour faire ça. Et de s'assurer de cette transmission. On l'a dit, on a des écoles de montée en compétences, etc. Et il faut que ces gens-là, ils puissent le faire. Et vous l'avez dit aussi, généralement, ils sont très volontaires pour le faire et ils font ça avec plaisir. Donc c'est très important d'utiliser parce que c'est pas uniquement par la pratique, je dirais, théorique et la pratique en école pure et dure qu'on apprend, c'est aussi sur le terrain et c'est aussi par la transmission. Nos métiers, ils s'inscrivent dans le temps, donc ça s'inscrit aussi. C'est une brique importante, hein, je pense qu'on pourra pas faire ce travail-là sans ces gens-là et il faut vraiment l'anticiper. Donc c'est vrai pour les non-cadres, mais c'est vrai aussi pour les experts en particulier. On a une filière expertise à Framatome plutôt reconnue qui organise un transfert de compétences sur la dernière année en particulier. Je voudrais rajouter un mot. J'interviens aussi à Paris auprès d'une société qui s'appelle Expert Connect. Et donc, c'est ça le métier, c'est d'assurer la transmission de savoir entre les jeunes et les vieux. Et donc, elle utilise un vivier d'experts retraités. Et il y a un vivier, ce n'est pas des salariés, c'est un vivier qu'elle mobilise à la demande, qui recouvre aujourd'hui, je crois, entre 6 et 7 000 experts retraités. Elle a des contrats cadres avec des grandes entreprises principalement, ce n'est pas des petites, mais surtout aujourd'hui avec EDF, avec Framatome, avec les sociétés, et pour mettre en relation donc les retraités avec des jeunes qui ne trouvent pas nécessairement effectivement la formation, ou les gens n'ont pas le temps dans leur entreprise de leur donner ce savoir que les anciens, pas de vieux, que les anciens ont gardé et sont heureux de transmettre. Hein. Il faut bien voir que quand on part à la retraite, on a souvent cette frustration de se dire j'ai appris des choses et je ne suis pas sûr d'avoir pu le passer à quelqu'un. Ce que je sais, c'est dommage que ça se... La finitude humaine, enfin, cimetières se sont pleins de gens irremplaçables, c'est bien connu, mais il n'empêche qu'on a toujours envie de faire partager ce savoir. Donc n'hésitez pas, hein, si vous pensez qu'il y a des besoins, on peut trouver des solutions qui permettent d'assurer cette transmission. Je vais peut-être compléter aussi, là on parle du transfert de savoir entre les gens qui partent à la retraite et les nouveaux, mais j'allais dire cet enjeu il est effectivement permanent et surtout dans les phases de forte croissance dans lesquelles on est, où on rentre beaucoup de nouveaux, avec parfois des profils très généralistes qui n'ont pas vraiment de culture nucléaire. Donc il y a un enjeu très très fort effectivement de les accompagner. Donc bon, alors sur une petite société comme Technique Atome, j'allais dire c'est relativement facile parce qu'on est très vite à travailler en équipe et très vite très près du terrain et du produit. Mais par contre, vous voyez, on a des initiatives. Par exemple, là j'ai un de mes collègues qui pilote le chantier à Cherbourg de construction des bateaux. On fait par exemple venir des ingénieurs pendant des cycles d'un mois, des ingénieurs qui sont basés sur d'autres projets, des jeunes, des moins jeunes, et on les fait venir participer à des phases de montage ou de démarrage des réacteurs de propulsion. Donc on les sort de leur projet pendant un mois et ils viennent vivre la vie du chantier, la réalité de l'exploitation de l'installation. Et ça, c'est extrêmement formateur parce que ensuite, en conception demain, ils n'ont pas du tout le même regard. D'abord, on crée des tissus aussi de relations au sein de l'entreprise, des liens. Du coup, quand ils ont une question, un doute, ils savent à qui demander. Et ça, c'est une grande valeur, c'est très apprécié, puis accessoirement, ça permet quand même des gens de venir faire des essais sur des sous-marins, qui n'est pas donné à tout le monde. Donc, on a pas mal de candidats, pas mal de volontaires là-dessus. Bonjour, Alexandra Vigneau-Mérite, moi je suis chef de service maintenance dans l'équipe d'exploitation. Et du coup, alors, l'enjeu du recrutement, c'est aussi fort finalement la production que pour les centrales à venir. Donc, enfin voilà, on a le même combat. L'un de mes constats depuis plusieurs années, et ce qui fait que je suis particulièrement engagée avec WIN, c'est justement d'aller témoigner auprès des étudiants des écoles. Vous avez évoqué le fait que vous formiez vos managers à recruter, à faire passer les CV, à aller rechercher sur les réseaux sociaux, pour promouvoir nos métiers et nos filières. Quand on va sur des forums, bien souvent, en fait, l'industrie est un peu décriée, et encore plus l'industrie du nucléaire, même si aujourd'hui, il y a un revirement de situation. Est-ce que dans vos entreprises, vous avez dédié des ressources justement pour aller témoigner auprès des étudiants, des jeunes, pour aller allumer une petite lumière dans leurs yeux et qu'ils aient envie de rejoindre notre filière?
Ou en tout cas, est-ce que vous avez mis en place une organisation? Parce que bien souvent, c'est sur la base de volontariat de salariés qui font ça en dehors de leur temps de travail. Et du coup, c'est un peu un sujet tabou quand nous avons du mal à lever dans les entreprises. Et pour autant, c'est là où nous avons beaucoup à gagner, mais en fait, on ne peut pas chiffrer très rapidement, à très court terme, cet investissement-là. Donc, en tout cas, on recherche des bonnes idées, d'où qu'elles viennent. Donc, si vous avez des bonnes pratiques, je suis plutôt preneuse. Donc nous, on a des ambassadeurs, effectivement, sur nos écoles un peu cibles. Et donc, ils ont du temps dédié pour faire ça et on les remercie de faire ça toute l'année, d'être dans les forums. Parce que, moi, particulièrement, j'ai quand même une certaine carrière en ressources humaines. Pour moi, c'est pas les ressources humaines qui vont aller recruter, hein. Ce qu'on a pu observer, c'est que sur LinkedIn, en fait, quand un manager fait un poste, c'est comme ça qu'on reçoit des CV, c'est top parce que le recruteur, il a vu. Donc, c'est très important. Donc, on les chouchoute un petit peu dans le programme de ces ambassadeurs. Et c'est très important pour nous qu'ils continuent à faire ça. Et ce que je voudrais dire sur la féminisation en fait, des recrutements, nous, il y a 2 ans, avec donc, malheureusement Louis Triquet qui devait m'accompagner, là, qui est en charge du recrutement dans la BU, c'est très simple, on s'est fixé un objectif, c'est que d'abord, on essaie d'envoyer systématiquement les CV des femmes et on trie d'abord les CV des femmes. Alors, c'est un peu volontariste, mais ça fonctionne parce que cette année, on a fait 37% de nos recrutements par des femmes. Et je pense que vraiment, ça passe par là. Et sensibiliser les managers et les former, c'est aussi par là. C'est en fait de leur envoyer en priorité les CV des femmes qui répondent aux besoins. Hein. On n'est pas en train de dire, mais voilà, il faut se discipliner parce que dans le volume, on l'a dit, finalement, dans le volume, il n'y en a pas beaucoup. Et que si on a trouvé déjà 3 bons CV, on va peut-être pas aller au bout du tri quelque part. Et il faut se donner des priorités. Et ce que je veux dire, c'est que ça fonctionne, en fait. C'est un peu ce que Didier aussi sur les promotions. C'est de mettre vraiment le focus là et d'être assez volontariste sur oui, on veut le faire. Il faut que les managers ils soient aussi porteurs de ça. Donc ça porte ses fruits, mais comme vous le disiez, ça prend du temps. Hein, c'est un travail de fou. Plus poser la question, en fait. Ça vient petit à petit. Je peux. Oui, il faut du trop sentir aussi. Il y a du On ne peut pas aller jusque-là. Là, j'ai une réelle question. La deuxième question, c'est sur le règlement. Ah oui, je voulais faire. Merci beaucoup. Oui, pour compléter, en effet, on est dans toutes ces grandes entreprises, nous avons un réseau d'ambassadeurs écoles, et c'est vrai que c'est important de le féminiser au maximum. Alors, on va reconsidérer un petit peu notre réseau pour faire en sorte que ce soit les femmes, les jeunes femmes qui portent aussi les messages. Ce que je voulais vous dire, c'est que effectivement, je crois que c'est important de développer le lien entre des candidats potentiels et des personnes qui sont dans l'entreprise. Et il y a une plateforme qui s'appelle My Job Classes qui permet d'organiser un réseau de volontaires, alors que ce soit des alternants, des managers, des techniciens, etc., qui se mettent à la disposition de personnes intéressées par le métier ou par l'entreprise et qui peuvent donc répondre à des questions. Et donc, ça favorise ce lien finalement entre ceux qui recherchent un emploi et ceux qui en proposent. Et je pense que c'est vraiment une chouette plateforme. On a même pas. Je veux juste rajouter un truc. Donc, au niveau des entreprises de l'ESCO, ce qu'on commence à faire, ou ce qu'on initie, ce sont plutôt des interventions au niveau des collèges. Donc, souvent, ce sont les chefs d'entreprise qui s'y collent. Ça, pour justement expliquer ce qu'on fait au niveau des entreprises qui travaillent pour le nucléaire et puis les amener vers ces métiers. Alors, ça participe aussi à la mixité des profils qu'on reçoit, puisque en fait, au collège, on est encore sur des classes qui sont équilibrées en termes de mixité. Ça permet vraiment de faire avancer les sujets. Et puis, on a un deuxième axe aussi sur les troisièmes, qui est de faire visiter les entreprises par des petits groupes de stagiaires de troisième. Donc là-dessus, on a une action en cours avec la Fondation Agir contre l'exclusion pour favoriser ces visites d'entreprise.
Oui, bonjour, Patricia Schneider, niveau Wing France et Wing Global. Nous, c'est pareil, on fait beaucoup de présentations en WIPACA dans les écoles et collèges. Donc, il faut voir que ça représente 3580 présentations d'élèves qui sont renseignés. On a une grosse demande maintenant au niveau primaire pour les énergies. Donc, ça permettra de préparer sur le nucléaire. Donc, à ce niveau-là, si vous voulez, on est en train de préparer la génération de demain. Donc, ça, OK. Il y a un deuxième point. Donc, là, on est à la recherche de gens qui viennent nous aider pour pouvoir faire ces présentations dans les lycées et collèges. Parce que ce n'est pas simple, même si on a des partenariats avec des entreprises. Le deuxième, c'est, on a parlé des femmes. Donc, la présence des femmes dans les entreprises, qui n'est pas très élevée. On se rend compte qu'on n'a toujours que 25%, 24% de femmes, mais également dans les écoles d'ingénieurs ou au niveau technique. La reconversion, on n'en a pas parlé, mais j'ai vu par exemple qu'il y a des entreprises hors nucléaire comme Veolia et autres qui ont travaillé beaucoup sur la formation de femmes. Et on voit également au niveau du prix Femmes Energia qu'on a des femmes qui sont coiffeuses, esthéticiennes et qui deviennent un peu protectionnistes. Donc ça veut dire qu'on peut former et on n'arrivera pas à augmenter ce pourcentage de femmes si on ne passe pas par la reconversion, me semble-t-il. Un troisième point, là je sors d'une session de mentoring ce matin, donc une session de mentoring qui s'adresse à des femmes de tous les pays. Et là, on rencontre des femmes exceptionnelles, c'est-à-dire qu'avec un niveau d'études exceptionnel. Pourquoi, au niveau français, ne recruterait-on pas également cette partie étrangère comme font, je ne sais pas de votre ressort puisqu'on va passer au niveau politique, mais ça pourrait être une voie également, si elles prennent la nationalité française peut-être, mais je trouve que c'est un peu dommage de laisser partir ces grosses pointures. Vraiment. La question. La reconversion, c'est pas. Sur la reconversion, là, je vais peut-être dire assez rapidement, les programmes CQPM, c'est des programmes qui permettent aux gens de se reconvertir et qui viennent généralement du marché de l'emploi, qui sont en recherche. Mais il faut quand même dire aujourd'hui que le marché de l'emploi est extrêmement dynamique et que même pour pouvoir nos CQPM, et on s'est fixé comme objectif d'avoir un CQPM contrôle non destructif uniquement féminin, il n'y a pas beaucoup de candidats parce que le marché de l'emploi il est très dynamique et que parfois on a du mal à remplir les sessions de CQPM. Il faut savoir aussi, c'est on fait face à cet enjeu-là actuellement. Peut-être que malheureusement la situation économique va tourner un peu différemment dans les prochains mois, mais actuellement, on est en très forte concurrence avec tout le monde. Faut dire. Bonjour, monsieur Sam Portrait, je suis à Orano. J'ai deux questions. Est-ce que les entreprises dans le nucléaire s'associent pour réaliser un plan de recrutement ensemble? Et la deuxième question, c'est le Cotentin a une mauvaise presse. Et comment faites-vous pour attirer? Est-ce que vous avez des leviers d'action par rapport à ça? Par exemple, l'accessibilité ou d'autres points? Oui, alors par le biais du GIFEN, nous sommes d'une certaine façon tous associés, effectivement. Maintenant, chaque entreprise a aussi son plan de recrutement à faire. En fait, on est bien en face sur le fait que chacun a ses propres ressources pour recruter. Et en même temps, on reste très vigilant à ne pas déstabiliser les entreprises qui sont dans l'écosystème et en particulier les entreprises qui sont plus petites que nous en taille pour éviter qu'il y ait des transferts de compétences et des fuites de compétences vers des grands groupes, plus grands groupes qu'elles, qui puissent les mettre en danger. Donc il y a un jeu à la fois de concurrence entre guillemets légitime auprès de jeunes candidats qui sortent d'école, par exemple, et en même temps une très très grande vigilance et une grande application à ne pas se déstabiliser les uns les autres. Et je vais rajouter un petit mot sur l'attractivité du Cotentin, puisque, comme l'a dit brièvement Coralie, je suis aussi vice-président du conseil de développement du Cotentin. Le conseil de développement, c'est une sorte de think tank qui est là pour conseiller
l'agglomération, hein, la communauté d'agglomération de Cotentin, sur ce qu'on peut faire de mieux, de plus, d'abord porter un avis sur les politiques qu'ils mènent et éventuellement faire des suggestions. Et en particulier, donc c'est ouvert à tout le monde, hein, il y a quatre collègues, hein, il y a des citoyens, il y a des associations, des organismes publics et des entreprises hein, qui sont là-dedans. Et c'est organisé ensuite en commission. Moi, je préside une commission qui s'appelle Développement et attractivité du Cotentin. Et c'est justement ce sur quoi on travaille, c'est comment faire pour inverser, enfin, la tendance de permis des âges, hein, ceux qui sont ici et qui lisent la presse de la Manche, ont peut-être vu que le dernier rapport de l'INSEE montre que la Manche est vieillissante. Elle diminue en effectif et elle vieillit. Donc, pour changer la tendance, il faut recruter des jeunes, il faut faire venir des jeunes. Ce que je vous disais rapidement tout à l'heure dans le nucléaire, mais pas que. On travaille actuellement sur les métiers de la mer, par exemple, et on est ouvert à toutes les idées. C'est une auberge espagnole. Hein, tous les gens qui ont des idées sont les bienvenus pour nous les apporter. On les relayera, on les amplifiera, on tâchera de les faire passer au niveau des ports. Ouais, je voulais juste rajouter là sur la partie attractivité du Cotentin, parce qu'on va effectivement travailler aussi avec la CAC sur le sujet au niveau des entreprises. Donc, parce qu'il y a des actions qui ont été menées en particulier sur la partie médicale pour attirer du monde sur le Cotentin. Et dans ce cadre-là, la CAC s'est proposé de nous pousser des CV des conjoints, ce qui permet aussi on va dire, de favoriser l'emploi des conjoints sur le secteur. Donc, ça, c'était une très bonne initiative de la CAC sur le sujet qu'on a pu mettre en œuvre. Puis après, bon, chaque entreprise aussi fait son travail d'attractivité. Alors, la mauvaise image du Cotentin, c'est vrai que pour les gens qui sont pas d'ici, alors moi je suis pas d'ici à l'origine, enfin, sans a priori, bon, on y vient, mais quand on doit commencer, en fait, bon, on y vient et puis on y reste. Hein. Donc voilà, c'est vrai que pour les gens qui connaissent pas, peut-être une mauvaise image pour le Cotentin liée effectivement au fait qu'on ait beaucoup d'entités nucléaires, hein, ce qui a représenté une opportunité pour un jeune de 20 ans, ce que j'ai retenu de ce qu'elle vient tout à l'heure. Mais bon, quoi. Enfin, c'est vrai que pour les gens qui sont venus, enfin, moi-même j'ai fait venir des gens qui venaient de Perpignan, des gens qui venaient d'un peu partout, et c'est un petit peu, enfin, pour certains sont repartis, c'est un peu avec regret parce que ils trouvaient vraiment que le coin était sympa et que s'ils avaient pu y faire carrière complète, ils seraient restés. Oui. Voilà donc Jacques Noudem à nouveau dans les équipes de la Normandie. J'aurais juste deux questions. La première concerne, on a évoqué les universités et métiers nucléaires. J'aimerais savoir quelles sont les actions de vos différentes entreprises dans le cadre de cette université. Et la deuxième question concerne plutôt le côté attractivité, parce que c'est vrai qu'on parle plutôt de l'embauche des jeunes. L'attractivité, est-ce qu'on ne peut pas imaginer, parce qu'on a beau faire des forums, des salons, on voit bien, nous, dans le cadre de formation, que ce soit celle du nucléaire dont j'allais ici à des expérimentations, on a du mal vraiment à remplir les objectifs par rapport à attirer vraiment les jeunes. Et la mixité encore, c'est très, très difficile, comme tu vous dis, dans l'une de mes promotions. Je n'ai aucune fille, ça c'est vraiment très difficile. La question qu'on peut se poser, est-ce qu'on peut pas imaginer des actions comme on voit bien dans l'armée, faire la publicité pour attirer les jeunes, parce qu'on a beau même aller dans les lycées, on a du mal vraiment à attirer vraiment les gens dans ces formations. Et derrière ceci, l'autre chose dont on peut évoquer et espérer, c'est surtout avoir quand même des conventions avec certaines entreprises, surtout nous. Quand même, on est à Cherbourg, à proximité des grandes entreprises, d'avoir des conventions afin que ce soit assez facile, ne serait-ce que pour nos jeunes, qu'ils puissent aussi facilement visiter certaines installations. Ça, ils le font déjà, ça, on en remercie ces entreprises, mais de pouvoir quand même consolider encore, donc c'est construire des choses via certaines conventions. Sur l'université des métiers du nucléaire, juste pour vous redonner un petit peu de détails, c'est bien, on va dire, une organisation qui est en lien avec la filière, avec le GIFEN, enfin l'UFM, etc. L'idée derrière, c'est effectivement de pouvoir parler des métiers du nucléaire, de l'ensemble des formations, et quand on cherche une formation, de pouvoir trouver une formation qui réponde à la fois en termes de contenu, mais aussi en termes de géographie. Et puis, la prochaine étape, en fait, c'est d'avoir un regroupement de l'ensemble des offres d'emploi du secteur. Hein, l'idée, c'est d'avoir une vraie vitrine qui permet à l'ensemble de la filière d'afficher son dynamisme quelque part. Et puis, le deuxième élément dont on a parlé tout à l'heure, c'était au sujet des bourses.
Hein, et l'idée, c'est d'accroître. Il y en a déjà eu cette année avec un certain nombre, je crois que c'est une vingtaine d'écoles, de lycées en particulier, hein, sur les niveaux bac et bac plus 2. Et l'année prochaine, l'idée, c'est de monter, je crois que c'est 100 à peu près l'objectif. Hein. Donc avec des bourses pour accompagner dans l'ensemble de la filière. Mais ça s'adresse bien, une fois de plus, à la filière au global. Et d'avoir cette vitrine. Donc après, je suis d'accord avec vous, il faut continuer à communiquer et à sortir un peu du tabou nucléaire dont je parlais tout à l'heure. Hein. Surfer sur la vague. Et sur l'attractivité d'une façon générale, je crois que on s'aperçoit qu'il y a de la place pour développer l'enseignement supérieur dans le tremplin. Je crois que aujourd'hui il y a l'UT, il y a les X, mais il y a encore de la place. La meilleure façon de fixer les jeunes, c'est de donner des possibilités de faire des études supérieures en restant sur place. Hein. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui ont tendance à partir à temps, hein, parce que c'est vrai qu'il y a l'université. Enfin, une fois qu'ils sont partis, ben, ils ne reviennent pas forcément. Et donc ça fait partie des actions que la génération mène en ce moment. Je peux peut-être. Oui, puis je pense qu'il y a aussi j'ai parlé du mentorat, mais il y a aussi des formes de parrainage ou autre. C'est vrai que passer par une association comme Une-France ou d'autres, c'est pas mal parce que ça permet de mettre en pool des salariés de différentes entreprises du même secteur mais de la même région et d'avoir du parrainage d'élèves, que ce soit des garçons ou des filles, hein, de toute façon, peu importe. Et peut-être, je ne sais pas, c'est une suggestion que je ne sais pas si ça se pratique ici, mais qui est assez efficace, je pense. Ok, bon bah merci. Du coup, je vous propose qu'on s'arrête là. Après, les intervenants restent un petit peu avec nous. Si vous voulez continuer les échanges, il y aura peut-être, je pense. Donc, merci beaucoup à toutes et à tous pour votre intervention et pour cet échange teinté d'optimisme. Merci.